C'est une histoire qui dure depuis maintenant un an. La Russie ne cache plus ses ambitions en Centrafrique. Formation militaire des FACA, garde rapprochée de Faustin Touadéra. Les Russes sont entrés de plein pied dans le précaré français. La mort de 3 journalistes en août dernier en RCA a obligé la diplomatie russe à préciser les contours de sa présence. On écoute. 175 instructeurs russes travaillent en Centrafrique. 5 sont des militaires, 170 sont des civils. Les spécialistes russes ont été envoyés dans ce pays sur une base parfaitement légale, à la demande du président de ce pays, pour aider à la formation du personnel militaire. Avec l'assistance des spécialistes russes, près de 600 militaires africains ont été formés et plusieurs ont déjà commencé à remplir la mission visant à lutter contre les groupes militaires illégaux et à protéger la population civile. Comment expliquer les ambitions de Moscou? Pourquoi la Centrafrique? Pour nous éclairer, Roland Marchal, chercheur au CERI. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant ce rapprochement en 2017, quelles étaient les relations entre la Russie et la Centrafrique? Pratiquement inexistante. Il n'y a pas de relation pendant la guerre froide, évidemment, puisque les Français sont omniprésents. Depuis les années 90, la Russie n'a pas eu une présence sur le continent africain très forte. C'est dans les dernières années qu'on voit la Russie se comporter comme beaucoup de pays émergents et essayer de renouer avec un certain nombre de pays du continent où où les élites ont été formées dans l'ancienne Union soviétique, et puis utiliser toutes les opportunités. La RCA a été sans doute une grande opportunité. Fait étonnant, ce rapprochement découlerait au départ d'une initiative française. Expliquez-nous un peu le contexte. Bon, un des grands problèmes de la situation actuelle en Centrafrique, c'est un embargo sur les armes qui frappe donc essentiellement le gouvernement, puisque les groupes rebelles se fournissent illégalement dans les pays voisins, Tchad et Soudan. Et donc le gouvernement français a essayé dans un premier temps de proposer au gouvernement centrafricain des armes qui avaient été confisquées aux pirates somaliens. Et donc il y a eu une discussion au Conseil de sécurité. Les Russes s'y sont opposés pour des raisons légales qui sont, je crois, relativement légitimes. Et donc le président Macron a demandé à son homologue centrafricain de faire une démarche vis-à-vis des autorités russes pour essayer de les convaincre et de mollir. Et en fait, en allant là-bas, c'est bien plus qu'un mollissement qui a eu lieu. C'est vraiment, je dirais, un basculement dans une nouvelle alliance géopolitique. Alors justement, après la levée de l'embargo, la Russie décide, comme on l'a entendu, d'envoyer notamment 170 civils. Que font-ils exactement en Centrafrique et quelle est leur mission? Écoutez, ce sont des contracteurs, des gens donc des privés, d'une société de sécurité. Alors évidemment, en Occident et en France, on réagit puisqu'il y a une histoire de présence de ce type de personnel en Syrie, en Ukraine. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est quelque chose qui se produit ou qui est fait par de nombreux autres pays, très peu par la France, mais beaucoup par les États-Unis. C'est une privatisation de certaines activités de formation. Donc en soi, ça n'est pas illégitime et ça a de plus été accepté par le Conseil de sécurité. Certains parlent même d'un nombre qui atteint aujourd'hui 400 civils. Vous avez des précisions là-dessus? Non, écoutez, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Certaines lettres ont parlé de 2000 soldats russes présents. Je crois que je ne sais pas quel est l'effectif, mais ça me paraît, je pense aujourd'hui aux alentours de 300 ou 400 peut-être maximum. Alors quel est le cadre précis de l'action militaire des Russes sur le sol centrafricain? Alors écoutez, je crois qu'il faut différencier. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a une action de formation militaire qui est réelle, aux armes donc achetées par le gouvernement centrafricain. Il y a un accompagnement des formateurs russes avec les forces armées centrafricaines qui sont développées en région. Ce n'est pas illégitime. Et puis après, il y a tout le reste. Et le reste est beaucoup plus problématique, c'est-à-dire à la fois une confusion entre des intérêts économiques privés et ce qui devrait être la politique de l'État russe, qui pose question. Pour la Russie, comme elle a pu poser question à d'autres moments, par exemple pour la France, il faut quand même se rappeler que ce pays a une histoire étrange, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment une question qu'on peut poser. Et puis surtout, les relations extrêmement ambiguës qui existent entre les Russes et le gouvernement centrafricain dans, je dirais, le démantèlement de l'opposition parlementaire ou politique, tout à fait légale par ailleurs,
à Bangui, et puis dans les rapports avec les mouvements armés en province. Et là, il y a de très nombreuses questions qui sont posées, auxquelles la diplomatie russe n'a toujours pas répondu. En tout cas, cette arrivée des Russes a surpris, a désarçonné même. Pensez-vous que le pays cherche à évincer les Français, sérieusement? Je pense que les Russes je pense que les Russes d'abord ne savent pas très bien ce qu'ils font. Au sens où ils découvrent petit à petit la complexité de la crise centrafricaine et vont se retrouver tôt ou tard, comme l'ont été les Français, encore une fois, il faut faire un retour sur l'histoire, du coup, finalement, de jouer ce rôle de protection d'un régime qui commet quand même des erreurs majeures, qui n'est pas très intéressé à faire la réconciliation nationale en dépit de sa rhétorique, et qui finalement vit très bien dans une situation de guerre qui dure. Et finalement, quel vide a comblé la Russie en Centrafrique? Si vous voulez, on est passé d'une période, et là il faut le dire, de Sangaris, où on avait une ambassade de France et un ambassadeur qui se comportait comme un proconsul, donc qui micromanageait le gouvernement centrafricain d'une façon absolument néocoloniale. Et puis du jour au lendemain, dès que Sangaris a été fini, on a décidé que la Centrafrique n'avait plus d'intérêt pour la France. Et il y a eu un vide total que, évidemment, les Nations Unies, pour des tas de raisons, n'ont pas été capables de remplir. Les Russes se sont donc mis ça, ont trouvé une autoroute devant eux, l'ont utilisée. D'une certaine façon, c'est bien. On a besoin d'entreprises étrangères en Centrafrique. Le problème, encore une fois, c'est quel type de réconciliation nationale et quel type de paix on peut avoir en Centrafrique si on a cette attitude extrêmement ambiguë qu'ont aujourd'hui les Russes et peut-être d'autres puissances régionales ou internationales hier. Et dans cette stratégie, quelle est la part du volet économique dans les ambitions russes en Centrafrique? Je crois qu'il y a quelques opérateurs russes qui estiment pouvoir faire des affaires très rapidement, sans coût majeur. Je pense que, et je crois que ce serait sans doute une des façons pour la France de sortir de cette situation. Je crois que l'État russe va se rendre compte petit à petit que, comme d'autres pays avant lui, il s'enfonce dans une crise. Il va être associé à une crise qui est sanglante. Il faut rappeler que la situation en Centrafrique aujourd'hui est au moins aussi problématique qu'elle l'était en 2014, malgré les beaux discours du gouvernement et malgré les grandes déclarations des mouvements d'opposition armés, et que finalement le coût pour la Russie dans son environnement africain, vis-à-vis des pays africains, vis-à-vis de l'Union africaine, est finalement beaucoup plus élevé que ce qui semblait au début. Et peut-on dire que la Centrafrique serait une sorte de laboratoire pour les Russes en Afrique ? Comme peut-être elle voudrait le faire dans d'autres pays, la Libye qui est beaucoup plus importante, mais de façon beaucoup plus pacifique, l'Angola ou le Soudan, oui, tout à fait. Roland Marchal, chercheur au CERI, merci pour votre éclairage.